C'est quand même dommage, mais on ne peut pas régler, il n'y a pas de variateur, malgré les millions qu'on a investis ici. Merci d'être venu. Donc, Talloires-Montmain, c'est plus que des paysages grandioses et saisissants qu'on connaît tous bien. Nous sommes d'abord une communauté avec une histoire. Et surtout, nous avons un avenir, et cet avenir, nous avons le devoir de le construire ensemble. Aujourd'hui, notre commune est à un moment critique. Il faut faire des choix, relever les défis de demain, et notre liste est la seule à vous présenter un plan d'aménagement global, une vision à long terme. Notre commune mérite en effet une équipe qui soit déterminée, une équipe qui sache innover, qui soit prudente mais qui sache relever les défis, et une équipe qui sache préserver tout ce qui fait notre richesse, mais aussi relever les défis qui nous attendent et qui sont très nombreux. Notre commune mérite également une équipe qui soit respectueuse de la légalité. Nous devons gérer notre commune dans le respect des textes, en coordination avec nos autorités de tutelle et pas contre elles. Le programme qu'on va vous présenter ce soir, c'est le résultat de plusieurs mois de rencontres, de discussions avec de nombreux habitants, mais pas seulement. Nous nous sommes déplacés, nous sommes allés rencontrer les maires de la Rive, nous avons rencontré des élus des Aravis et des élus des Bouges. C'est plus qu'un programme, c'est un pacte de confiance. Donc, à vous d'en bas, au Talloireau-Montminois de souche et au Talloireau-Montminois de cœur, eh bien, bienvenue. Bonsoir à tous, Brigitte Nemos, merci beaucoup d'être là. Durant mes 6 ans au conseil municipal, je n'ai absolument pas trouvé ce que je cherchais. En revanche, dans cette nouvelle équipe, je l'ai trouvé. Et je sais que je cherchais l'écoute, le dialogue, le respect et surtout l'enthousiasme. Toutes nos réunions depuis presque 1 an ont été un vrai plaisir. Et je sais maintenant qu'il est vraiment possible de construire des projets et de travailler ensemble de façon collégiale. On est très fiers de notre équipe puisque nous sommes les premiers à l'avoir constituée. Ils sont tous là pour notre projet, ils ne sont absolument pas là pour ma personne, ce qui va changer un peu les choses. Et nous n'avons pas eu à recruter non plus les frères, les sœurs, les belles-sœurs et les cousins pour la boucler. C'est à moi. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour partager ce moment. Je suis François Châtelain, j'habite et je travaille au col de la Forclaz. Donc je me prends un petit moment pour vous présenter les hameaux qui font notre village. Donc vous le savez, une vingtaine de hameaux répartis sur plusieurs niveaux d'altitude. Et dans chacun de ces hameaux, une communauté qui est attachée à son cadre de vie. Et pendant nos réunions, nous avons rencontré les habitants des hameaux, nous avons aussi regardé ce qui se passait sur la fabrique citoyenne pour voir ce que les habitants pensaient de leur cadre de vie. Et je dois vous dire qu'on a du pain sur la planche, parce que cette fabrique citoyenne, malheureusement, même si elle était partie d'une bonne intention, elle a fini un petit peu par pédaler dans le vide. Donc nous allons devoir redynamiser cette fabrique citoyenne. Je vais reprendre mes notes parce que je ne connais pas tous les chiffres, mais pour expliquer un petit peu mon propos, dans la fabrique citoyenne, les habitants de Talloires-Montmain avaient accès à une boîte à idées. Dans la boîte à idées, il y a 81 personnes qui ont fait des remontées, qui ont proposé des idées. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 38 qui sont sans réponse, 35 qui sont encore en cours d'analyse et 5 qui ont été retenus. Il y avait aussi des groupes d'action-projet que la commune devait organiser entre des élus et des habitants qui voulaient mener un projet. Il y a eu 13 propositions pendant les 6 dernières années. Il y en a 10 qui sont encore en cours d'analyse. Il y en a une qui a été retenue, c'est le groupe d'action-projet pour les sentiers. Malheureusement, le conseiller municipal qui s'en occupait est parti en cours de mandat. Et depuis, les sentiers n'ont pas beaucoup avancé. Et il y en a une qui est restée sans réponse. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'était la mienne. Et c'était à propos de l'avenir du col de la Forclaz. Et quand on voit ce qui est devenu le col de la Forclaz, je comprends pourquoi il n'y a pas eu de groupe d'action-projet.
dernier chiffre, les signalements, 317 signalements sur 6 ans, 11 interventions réalisées par la municipalité, 24 signalements qui sont restés sans réponse, 47 en cours d'analyse. Vous avez compris. Donc, dans notre équipe de Taloir-Montmain, nous avons décidé de redynamiser tout ça, de reprendre un petit peu en main ce qui se passe dans les hameaux pour être au plus près de la population. Et pour ce faire, nous avons aussi décidé, en plus de redynamiser la fabrique citoyenne, donc de repartir à la conquête des classements pour notre village, notamment le classement des villes et villages fleuris, et aussi les villages d'art et d'histoire, puisque Taloir-Montmain est empreint d'art et d'histoire. Moi, je suis vraiment honoré que dans ma famille, on m'ait transmis une peinture de Suzanne Lancé, et je pense que j'aimerais bien voir peut-être une fois dans ma vie à Taloir une exposition de Suzanne Lancé avec ses œuvres originales. Il y a d'autres peintres aussi, hein. Il y a Bénard, il y a Copier. Ça sera autant d'occasions de les célébrer dans notre future salle polyvalente. Nous formaliserons aussi l'inventaire du patrimoine de la commune, le patrimoine vernaculaire. Alors le maire sortant a dit qu'il voulait faire un inventaire. Eh bien, il pourra enlever ça de sa liste parce que cet inventaire, il existe. Dans le village, il y a beaucoup de personnes qui sont amoureux du patrimoine, qui le connaissent dans ses moindres détails. Et alors, je parle pour Taloir. À Montmain, l'inventaire du patrimoine, dans l'association que je préside, l'association Montmain Environnement Patrimoine, nous l'avons fait. Et quand est arrivé le PLU du Grand Annecy, qui notamment recense le patrimoine de la commune, eh bien, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce qui se passait dans l'inventaire du patrimoine pour la commune de Montmain, puisqu'il n'y avait quasiment rien. Le hameau de la Forclaz, il n'y était même pas sur la carte. Donc nous avons pu intervenir pendant la commission d'enquête et rétablir un certain nombre de choses. Malheureusement, il en manque encore. Mais nos documents sont prêts et moi je m'intéresse vraiment à travers mon association à tout ce qui touche au patrimoine et à l'environnement. Nous vous proposerons aussi la mise en place des conseils de hameaux pour avoir un relais sur le terrain entre les habitants et la municipalité. Nous poursuivrons le soutien au travail des associations. Elles sont nombreuses à animer, à activer un petit peu la commune. Hier, on était à Vérel, on a rencontré, hier et jeudi, nous étions à Vérel, pardon. On a rencontré un petit peu les habitants, les gens qui font la rioule, les gens qui s'occupent de la cigogne. À Montmain, on a les gens qui organisent la fête de l'automne. Et aussi toutes les animations autour des fours banaux pour faire du pain, tous ceux qui s'occupent de faire vivre les traditions. Et finalement, nous assurerons la continuité des chantiers qui sont en cours, puisque ce n'est pas parce qu'on change de municipalité que tout va s'arrêter. Il y a certainement déjà des ajustements qui seront à faire, mais il va y avoir une continuité dans ce qui est déjà engagé, là où on a des billes qui sont sorties. J'ai une petite anecdote, et après je vous laisse tranquille. Quand on a fait notre première réunion à Montmain, à la fin de la réunion, j'ai été un petit peu alpagué par une dame que je ne connaissais pas, et elle m'a dit, moi j'habite à Plan-Montmain, qu'est-ce que vous allez faire pour nous, parce que le pont va être coupé, et j'avais l'impression qu'elle était à feu et à sang, et je lui ai dit, bah, écoutez, normalement, le pont de la Perrière, c'est un chantier qui a commencé. Tout doit être organisé par la municipalité en place. Et c'est pas parce que nous, on va arriver qu'on va changer tout ce qui a été mis en place. Et ça n'avait pas l'air de la convaincre. Et j'ai pas bien compris en fait ce qu'elle cherchait. Et je me suis aperçu plus tard, en revenant, en regardant un petit peu des documents de campagne, que c'était une dame qui était sur la liste du maire sortant. Et elle n'était pas au courant que le chantier n'allait pas s'arrêter si les municipales passaient par là. Ou elle a fait semblant, peut-être qu'elle était de mauvaise foi, je ne sais pas, mais nous on est de bonne foi et on parle de façon transparente. Voilà, j'ai terminé. Donc pour tous nos hameaux qui sont autant de petits villages, embellissement, réparation de la voirie, on va traiter tous les irritants, gestion des flux, mais ça on vous le redétaillera, et puis phasage pour l'enfouissement des nids et des
Bonsoir, moi je suis Eugénie Legrand. Je voulais vous parler un peu des compétences qu'on a dans l'équipe. Donc vous en avez une partie qui est listée ici, puis je vais vous en donner quelques exemples. Donc pour l'urbanisme, nous aurons François Châtelain, Jean-Claude Dupont, Marie-Pascale Joanneau qui seront à même de gérer cette partie-là. Marie-Pascale qui maîtrise également le côté financier, tout comme Jean-Paul Coquard qui par son métier d'avocat d'affaires sera également très à l'aise avec tout ce qui est juridique dans la commune. Nous avons Brigitte Nemoz, ancienne conseillère municipale, ancienne présidente de l'APE, qui faisait partie du groupe Travail Enfance et qui donc sera très à l'aise avec tout le volet éducation, volet dans lequel j'aimerais également m'investir. Nous avons des gens qui s'y connaissent très bien en sport, comme François Aznard, notamment sur le volet parapente, mais également sur d'autres volets sportifs. Nous avons des professionnels du tourisme, de la com, des RH, du social. Donc nous sommes polyvalents, multicompétents et disponibles pour vous tout de suite. Je finirai par vous dire que nous avons 4 anciens conseillers municipaux qui sont issus de différentes mandatures. Merci Eugénie, parce que ce qui nous intéresse, c'est le rassemblement, donc peu importe les majorités auxquelles on a appartenu par le passé. Donc on a une compétence pour relever chaque défi. Alors voilà mon parcours, donc j'habite en Gourde depuis une vingtaine d'années. Toute ma vie tourne autour de l'intérêt général, et c'est ce qu'un maire doit représenter. Il faut être au-dessus des factions, et il ne faut pas défendre ses intérêts privés. Contrairement à ce que le maire sortant a dit aux réunions publiques, moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est l'immatériel. C'est le partage, la culture, la préservation du patrimoine, parce qu'il faut garder trace et entretenir tout ce que les anciens nous ont légué. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans, pendant 6 ans comme conseillère municipale déléguée à la vie locale en charge des associations et de la culture. J'étais indemnisée que depuis le 28 janvier 2023. Tout en ayant fait le travail les 2 années et demie précédentes, donc je ne faisais pas coûter cher. Notre grande fierté, vous avez ici 80% de l'équipe de l'Irolac, c'est ce festival qui devrait se poursuivre, qui est inscrit à notre programme, auquel on voudrait donner un peu d'ampleur avec une après-midi dédiée à la jeunesse. Et nous pensons que c'est ce type d'événement qui est fédérateur et qui donne une image très positive de la commune que nous devons multiplier. Alors, je vais, d'abord je me présente, pardon, Marie-Pascale Joanneau, j'habite le hameau de La Côte à Montmain. Je vais évoquer un instant avec vous ce qui fait le cœur de notre programme, c'est-à-dire que nous portons l'ambition de pouvoir faire advenir ensemble un village vivant. Vivant pourquoi ? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que nous vivons quand même depuis plusieurs mandatures un immobilisme certain ou un certain immobilisme, comme vous voulez. Nous avons un cœur de village, mais aussi tous ces hameaux, ces 20 petits hameaux, qui vivent à 2 vitesses, je dirais, en surchauffe pendant la période estivale, et qui, ces périodes estivales qui voient l'afflux d'un tourisme, d'aucuns diront peut-être surtourisme, des difficultés de mobilité, tout un certain nombre de nuisances qui, pour beaucoup d'entre nous, ont dépassé les normes, on va dire, admissibles. En tout cas, qui entament de manière certaine notre qualité de vie. Et puis la deuxième vitesse, eh bien, c'est la période hivernale où notre cœur, notre bourg, et ces petits hameaux aussi, s'endorment. On a des commerces dont les amplitudes d'ouverture se rétrécissent, et puis il ne se passe pas grand-chose en termes d'activité culturelle. Heureusement, on a notre petit cinéma qui, lui, heureusement, reste dynamique. Mais on voit que voilà, c'est un petit peu dommage parce que ce cœur n'est pas irrigué. Nos vingtaines de hameaux, les gens qui descendent ne s'arrêtent pas par notre bourg. Ils vont faire leurs courses du côté de Faverges ou bien ils vont du côté de Menton-Saint-Bernard. Et c'est dommage pour notre village. Mais il n'y a pas de fatalité, n'est-ce pas, Marie ? Et il n'y a pas de fatalité. Donc nous pensons qu'il faut recréer des lieux de vie
Pour avoir ces nombreuses activités, ces liens de partage, ces occasions de nous retrouver ensemble, il faudrait déjà, pour commencer, au moins avoir une salle multimodale ou, comme on dit plus familièrement, une salle polyvalente, pour pouvoir avoir à l'année des événements comme l'Irelac, et pas seulement, prévoir des intersaisons avec pourquoi pas des séminaires pour nos hôteliers, qui pourraient un peu comme ça prolonger un peu leur saison, avoir des activités sportives pour nos jeunes générations et avoir des activités culturelles tout au long de l'année, y compris dans la mort de saison. Alors, cette ambition-là, nous la portons, mais elle ne doit pas s'effectuer au détriment de notre identité. Nous avons un héritage rural. Nous avons une identité villageoise. On le voit à travers de nos multiples hameaux. Cela sous-entend que nous sommes attachés à cette image, attachés à cette qualité de vie, attachés à ce patrimoine que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc, nous ne souhaitons pas que l'on nous imposât des décisions de l'extérieur qui viendraient se calquer de but en blanc sur cette identité. Nous ne sommes pas la banlieue du Grand Annecy et notre liste est attachée à la préservation de cette identité. Et d'ailleurs, nous souhaitons embellir notre village et ses hameaux, pas continuer à voir malheureusement cette dégradation que l'on voit depuis plusieurs années et le fait que réellement, et ça beaucoup de nos concitoyens s'en plaignent, cet enlaidissement que l'on voit, les poubelles qui débordent l'été, le manque de fleurs, enfin voilà, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc on souhaite un avenir désirable. Alors ce projet, eh bien, nous allons l'initier avec vous via un pacte de confiance où on va initier un cercle vertueux, le cercle vertueux du village vivant. Et ce programme, on peut le décliner par étapes en reprenant tous les domaines de la vie d'un village. Et tous ces domaines s'adressent évidemment à l'ensemble des générations et de nos citoyens. Alors on va vous expliquer étape par étape ce que nous imaginons pour notre village. Donc on va réamorcer la pompe, et pour réamorcer la pompe de la vie, la première étape, Eugénie. La première étape, c'est d'installer une nouvelle école sur le Clos du Moine. Pourquoi une nouvelle école et pas une réhabilitation de l'école actuelle? Parce que l'école actuelle, elle est très vétuste, elle n'est plus du tout aux normes. Moi, j'y étais il y a 30 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Aujourd'hui, il y a un rapport de 2023 qui dit la même chose que moi. Je voulais vous en citer juste une ou deux phrases de la conclusion. Il y est dit qu'une réhabilitation avec conservation des bâtiments semble d'une ampleur de nature à desservir le futur projet. De plus, le bilan financier à mettre en place pour y parvenir nous semble non seulement trop conséquent pour atteindre la qualité attendue, mais aussi très risqué. Les garanties de résultats et de satisfaction sont trop aléatoires, notamment concernant la sécurité et les performances thermiques. La dernière conclusion, le conseil. À l'issue de cette étude diagnostique, nous vous conseillons donc vivement d'envisager un scénario de démolition-reconstruction ou de prospecter d'autres terrains qui pourraient accueillir un groupe scolaire neuf. À la suite de ça, il y a 3 scénarios qui sont présentés dans cette étude, 2 qui sont des scénarios de réhabilitation partielle et un seul qui est un scénario de réhabilitation totale. Ce dernier scénario, il est chiffré à 8,9 millions d'euros, les 2 premiers autour de 5 millions, mais il n'est pas ajouté à tout ça le coût de la location d'Algeco, car pendant minimum 24 mois, une partie, voire la totalité de l'école sera délocalisée dans des Algeco. Pour notre liste, on a choisi la deuxième partie de la conclusion, c'est-à-dire rechercher, prospecter un nouveau terrain pour un bâti neuf. Donc ce terrain-là, c'est le Clos du Moine. Et pour mettre une nouvelle école sur ce terrain, on veut se baser sur l'école qui a été faite à Alex, qui a coûté 4 millions d'euros en 2019. Et pas seulement, puisque nous avons visité aussi une école des Vosges qui était une pionnière dans le domaine des performances bioclimatiques. Et le maire de Saint-Offenge est même en fin de mandat, il ne se représente plus et il est disposé à venir nous aider à monter notre projet.
Donc nous nous sommes déplacés, rendus sur place. Nous avons la liste des subventions, nous avons la liste des entreprises qu'il ne faut pas prendre, celles qui ont bien travaillé. Nous avons la méthodologie pour accéder aux fonds européens du FEDER. Et ces exemples nous ont confortés dans le fait qu'on peut transformer positivement son village et que quand un seau est percé, on arrête de mettre de l'eau dedans. C'est juste une question de bon sens. Voilà, je voulais aussi vous dire que l'école, c'est une compétence prioritaire et obligatoire pour une commune. Donc on va devoir passer par une dépense comme ça, donc autant le faire directement, correctement, en construisant un bâtiment aux normes énergétiques actuelles. Donc cette école, on l'imagine avec 50% d'espace végétalisé, le maintien de parking et une salle multimodale dont va vous parler François après. Je vous précise aussi que la cour d'école pourra servir en été comme parking à vélo par exemple. En ce qui concerne le tènement de l'école actuelle, je vais donner la parole à Jean-Claude Dupont qui va vous dire ce qu'on aimerait faire dessus. Merci Eugénie. Alors bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu à notre rencontre. Alors comme Eugénie vient de le dire, je m'appelle Jean-Claude Dupont, avec un T. Alors, vous savez, bon, pour ceux qui entendent mal mon accent québécois de la naissance, il va y avoir des sous-titres. Non, mais on n'a pas le budget pour ça. Bon, malgré mon accent québécois, je suis 50% haut-savoyard, parce que mon grand-père était d'Arix. Depuis 25 ans, je suis 100% Attalois moi-même. L'essentiel de mes activités dans les 45 dernières années, ça a été de faire de la promotion immobilière, de la rénovation immobilière aussi, autant au Québec qu'en France. D'ailleurs, au Québec, j'ai gagné un prix national canadien, là, je me vante, pour un projet d'ensemble. Sur un terrain, j'aurais pu construire 120 appartements, j'en ai construit 12. Alors, j'ai gagné un prix national canadien. Bon, je me souviens encore de ça. Je m'excuse si j'utilise ma tablette parce que, vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles on perd un peu la mémoire, hein, quand on vieillit. Je ne sais pas, la première, c'est qu'on vieillit un peu. Et puis la deuxième, je ne sais pas si vous la savez, moi je m'en souviens plus. Bon, notre liste Génération Talloires-Montmain porte le projet de construire une nouvelle école. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le tènement de l'école actuelle? Vous savez que le tènement de l'école actuelle, ça nécessite énormément de travaux. Ce n'est pas le plus beau bâtiment du village, qui est directement à l'entrée du village. Alors, notre idée qu'on porte, c'est de vendre ce tènement-là à un opérateur. Une vente longue, Oui. pour ne pas déplacer les enfants. Exact. Les enfants iront directement dans la nouvelle école. Oui, exact. Et en vendant ce tènement-là à un opérateur privé, cet opérateur-là, parce que vous savez, la commune de Talloires, on n'a pas vocation à commencer à construire, faire des logements sociaux, on n'a pas besoin d'immobilier. Et on n'a pas à gérer ça. Ça coûte cher à faire. On est mieux de laisser ça à des opérateurs privés. Alors, l'opérateur privé, je vous voyais mieux que mes lunettes. Bon, l'opérateur privé, il va pouvoir construire sur un tènement de 3512 mètres carrés, un caisse de 904 mètres carrés d'air au sol. Pour ceux que le caisse, ça veut dire, c'est ce qu'on peut construire sur un tènement de 3512 mètres carrés dans le village de Talloires avec les règlements d'urbanisme et le secteur B7. Le secteur B7, en fait, la zone B7 du nouveau PLUI, ça veut dire que le tènement, dès qu'on construit, on doit faire 30% de logements sociaux. Les logements sociaux, on va travailler, en fait, on est obligé d'en faire, mais on va orienter pour qu'ils soient en BRS, en bail réel solidaire. Ça veut dire le BRS, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est que ce n'est pas un locataire qui habite dans l'immeuble, c'est quelqu'un qui est aidé par l'État, par un bailleur social pour acquérir son appartement. C'est un copropriétaire. Et les autres, on peut construire sur ce tènement-là une trentaine de logements.
vous allez dire pourquoi pas en construire plus? Il faut construire aussi des parkings. On a une obligation de construire 2 parkings par appartement, libre de bailleur social, de BRS, et 1 par logement social. Alors, je pense que l'opérateur privé ne pourra pas faire 50-60 logements là. Les parkings vont être en souterrain, en sous-sol, sous le bâtiment. Et au rez-de-chaussée de ce bâtiment-là, nous, ce qu'on veut, c'est un pôle médical ou une maison médicale et une mini-crèche. Vous savez, quand on pense à avoir un tellement comme celui-là et l'utiliser de la meilleure façon, si on rénove l'école, ça ne nous donne pas d'autres logements, ça nous donne une école. En vendant le tellement de l'école actuelle, ça nous amène 30 logements dans le village. Ça nous amène un pôle médical qui va profiter aux gens de la commune, qui va profiter aux gens des communes environnantes, une mini-crèche. Et je me dis, finalement, on fait une pierre deux coups. On divise le projet de 9 millions de rénover le tellement de l'école actuelle. On le divise en 2, comme Eugénie va vous expliquer. Et en vendant le tellement de l'école, on divise encore par 2. Ça veut dire qu'au bout de la ligne, au lieu de payer 9 millions, on va en payer 2. On va avoir une nouvelle école. On va avoir un immeuble d'une 30aine de logements à l'entrée du bourg. Et cet immeuble-là, vous savez, il va être beau. Parce que, bon, moi, tout ce que j'ai construit à date, je ne veux pas me vanter, mais j'ai toujours envie que ça soit beau. Que ça soit là comme si c'était là depuis des centaines d'années. Comme le projet que j'ai fait au Villa du Bourg. Alors, on va être assujetti à l'architecte des bâtiments de France. On va avoir un cahier des charges qui, nous, on va regarder aussi sur l'aspect du bâtiment. Et voilà. Ben, écoutez, je laisse la parole. Donc, maintenant. du coup, on commence à réamorcer la pompe. On a réinstallé les enfants au Clos du Moine. On a un bâtiment qui ne coûte plus rien en énergie, un bâtiment passif. On fait venir des jeunes familles. Le bourg se repeuple. On est une commune facilitatrice, c'est-à-dire que nous ne construisons pas de maisons de santé, de maisons médicales. On n'a pas vocation à construire ces bâtiments-là. La maison médicale de Vernier, celle de Bluffy, elles sont privées, ce sont des maisons libérales. On n'a pas envie de mettre des millions d'euros dans la construction d'un bâtiment pour chercher les médecins alors qu'ils sont en nombre insuffisant aujourd'hui sur le bassin et avoir des gens qui, faute d'occupation, ne paieraient pas des loyers. Donc nous, on est facilitateurs, on va vous donner le service, mais la commune n'aura rien à débourser. On va se dessaisir du tellement simplement. Même réflexion pour la micro-crèche qui pourra aussi, en fonction des partenaires qu'on auditionnera, être peut-être une maison des assistantes maternelles. Du coup, 3e étape, Brigitte. La place du lavoir. Nous avons la chance d'avoir une place de village qui n'est pas traversée par la route nationale, donc il faut vraiment en profiter. Il faut la végétaliser, c'est notre projet. Il faut aussi la maison des sœurs qui se trouve au-dessus du café Gisèle, deviendra la maison des habitants, un lieu pour toutes les générations, pour venir jouer, pratiquer des activités, pourquoi pas de la couture, de la peinture, accueillir aussi les associations. Nous avons aussi pour projet dans un premier temps de créer une boutique de produits locaux ainsi qu'un marché de producteurs. Et en plus de l'école, donc l'école sera adossée comme à la Alex à une salle polyvalente. Et donc François, ça va nous permettre de nous réunir. Voilà, donc l'étape 4. Jean-Claude vous en a fait l'article, mais je pense qu'il est important qu'on souligne le fait que cet investissement d'une nouvelle école, c'est un investissement pour le futur. Aujourd'hui, on a le dérèglement climatique qui fait que notre école devient insupportable pour les gamins qui sont dans les classes, qui donnent en plein soleil. J'ai été délégué les parents d'élèves pendant toute la scolarité de mes gamins. Je me suis battu avec la municipalité pour qu'on fasse des aménagements. Malheureusement, aujourd'hui, le seul aménagement, c'est comme un pansement sur une jambe de bois, c'est la climatisation. Alors que ce que nous proposons, c'est une nouvelle école, donc un bâtiment à énergie positive, qui va nous permettre d'avoir un investissement sur le long terme, parce que nous n'aurons quasiment plus besoin de le chauffer en hiver, nous n'aurons pratiquement pas besoin de le rafraîchir en été. C'est ça, un bâtiment passif,
boire à énergie positive si on peut lui faire générer de l'énergie. Ce bâtiment est un bâtiment qui va être multimodal, puisqu'on va avoir une partie qui va être dédiée à l'école. Et cette école, vous le savez, elle a besoin d'une salle de sport pour les enfants, d'un réfectoire pour leur donner à manger. Cette salle est donc, dans notre projet, la salle multimodale, puisque quand l'école ne l'utilisera pas, eh bien, elle pourra être utilisée par la population pour des activités qui se développent beaucoup en ce moment, le pilate, le yoga, des réunions d'associations. Et il peut aussi y avoir une partie de cette utilisation hors école qui sera faite par les hôteliers pour organiser des séminaires dans une salle qui pourra accueillir plus de 120 personnes, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui on en a besoin. Et il y a aussi une facette dont pas grand monde en fait se soucie ou l'imagine. Vous savez que quand il y a des périodes de canicule, comme on les vit de plus en plus souvent, certaines personnes n'ont pas le confort ou la capacité de rester chez eux dans des conditions acceptables. Quand on a le thermomètre qui grimpe à 37 degrés pendant la journée et que la nuit il ne descend pas en dessous de 25, pour une certaine partie de la population c'est grave. La commune a la charge de veiller au confort et à la sécurité de ces personnes, notamment les personnes âgées. Et donc, à notre salle polyvalente, dans le futur, je pense que nous serons amenés à l'utiliser comme un îlot de fraîcheur pour les personnes qui n'auront pas la chance d'avoir un logement qui ait des performances énergétiques, comme notre salle multimodale. Et je vais faire aussi une petite aparté sur la modularité de ce bâtiment d'école. Aujourd'hui, on a des effectifs à l'école qui, malheureusement, ne vont pas vers le haut. On est en train de perdre des gamins. Dans 1 an, voire 2, il y a une vague d'enfants qui vont partir au collège, qui n'ont pas été remplacés, parce que nous avons beaucoup de gamins qui ne viennent plus à l'école de Talloires, ils seront à l'école de Menton, ou alors dans d'autres écoles sur le chemin du travail. Et on a besoin de peut-être leur proposer quelque chose qui soit novateur, et d'essayer d'aller récupérer ces gamins pour les faire revenir et pérenniser notre école. Puisque si notre école disparaît, comme elle a disparu à Montmain, c'est une partie du village qui va disparaître aussi. Et c'est l'opposé total de ce que nous voulons faire à Génération Talloires-Montmain. Et bien sûr, maintien des activités sociales, les ateliers d'équilibre, les ateliers de mémoire, initiation au numérique pour les personnes plus âgées. Je n'ai pas parlé de la récupération de la gestion de l'Office du tourisme. Alors, vas-y, c'est notre politique touristique structurante. Rapidement. Comment est-ce qu'on peut arriver à réguler le tourisme à Talloires-Montmain, la surchauffe du surtourisme que nous sommes beaucoup trop nombreux à subir? Eh bien, il y a certainement une facette de cette régulation qui va passer par la façon dont on vend Talloires-Montmain. Et qui est-ce qui vend Talloires-Montmain au grand public à l'international? C'est l'Office du tourisme. Aujourd'hui, on est tributaire de ce que l'Office du tourisme du Grand Annecy décide. Et on voit le résultat à Talloires-Montmain chaque été. Donc, nous pensons que cette compétence de l'Office du tourisme peut être rapatriée sur Talloires-Montmain. Ça nous permettra de récupérer le fruit de la taxe de séjour et de participer au financement de ce retour de l'Office du tourisme à Talloires-Montmain. Et je pense qu'on pourra travailler avec les hôteliers qui attendent de faire cette manœuvre. Une petite anecdote pour l'Office du tourisme. Au col de la Forclaz, où j'habite, j'y habite depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je vois la situation qui se dégrade. Et quand M. Sarda est arrivé à la mairie, je suis allé le rencontrer et je lui ai dit on va avoir un problème, je pense, bientôt. Et lui m'a dit non, il n'y a pas de souci, tout va bien, je gère. Et en fait, depuis, tout a dégénéré. Et récemment, dans les 2-3 dernières années, on a commencé à voir arriver des autocars de tourisme en pleine saison estivale au col de la Forclaz,
Donc un autocar de tourisme, vous voyez ce que c'est encore plus gros qu'un bus de la Cibra, sur la route du col de la Forclaz. Je vous laisse imaginer le délire total. Et quand ils arrivent au col de la Forclaz et qu'il n'y a déjà pas la place de garer une poussette, où est-ce qu'on met ces bus? Ça m'a fait me questionner, et quand j'ai travaillé le sujet de l'Office du tourisme, je me suis dit comment fonctionne l'Office du tourisme. Eh bien, à l'Office du tourisme, qui est devenu une société publique, une SPL, société publique, j'ai oublié le L. Locale. Merci. Il y a un comité directeur. Et qui est-ce qu'on retrouve dans le comité directeur? Le maire de Talloires-Montmain. Restaurateur au col de la Forclaz. Voilà, j'ai compris ce qui se passait. Donc, avec l'argent de la taxe de séjour, nous embaucherons quelqu'un dont c'est le métier de valoriser notre territoire intelligemment, d'en faire une promotion intelligente. Il faut qu'on récupère la gestion de l'image, mais aussi qu'on trouve des solutions avec les hôteliers restaurateurs, puisqu'on aura cette salle polyvalente qui sera équipée pour étendre un peu la fréquentation touristique avec des groupes sur des saisons intermédiaires. Groupes qui pourront revenir dans le village après leur séminaire, participer aux activités et nourrir notre commerce local. Ce qui est très important aussi, c'est la gestion des flux. Donc on va supprimer un peu de place de parking au Clos du Moine, on les recréera en souterrain sur le ténement de l'école actuelle. Mais on va aller vers une gestion des flux régulée au col et ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. On va tous faire du comptage. Les 3 listes vous proposent du comptage avec des parkings et un affichage dynamique. Nous, on va plus loin. Il y a un jeune entrepreneur de la commune qui a créé une application qui gère les flux en temps réel et qui vous propose surtout des solutions quand on vous dit que ce n'est pas le moment de monter au col. Cette application, il est conventionné avec 1/3 du territoire français. Il gère des grosses stations de sport d'hiver avec. On ne va pas lui acheter son application, on fera un appel d'offres. Mais on va aller vers ce type de modèle, une application Talloires-Montmain sur laquelle vous réservez votre parking, sur lesquels tous les acteurs touristiques auront accès. On saura quand les magasins sont ouverts, quand la bibliothèque est ouverte, et on saura aussi avec des voyants que là, ce n'est pas le moment d'aller dîner ou déjeuner au col de la Forclaz ou de faire la montée de la Tournette. Mais pour que ça fonctionne, on peut redistribuer 10 à 20% des flux comme ça, il faut qu'on vous propose des alternatives. Donc vous rentrez, j'ai un chien, j'ai un enfant de 3 ans, et grâce à notre compétence touristique qu'on va reprendre, eh bien vous avez d'autres possibilités. Donc on va dispatcher, aider les gens à se dispatcher sur le territoire, à les faire revenir à des moments où c'est plus calme. Il faut qu'on pense à nous, mais il faut qu'on pense aussi aux touristes qu'on accueille qui doivent avoir une expérience positive. Quand vous montez aujourd'hui au col de la Forclaz, vous avez le soleil dans les yeux, vous arrivez en haut, vous voyez rien en fait. Rien n'est signalé, on ne trouve pas les horodateurs, les gens sont perdus. Donc il y a un effort aussi d'organisation autour du col à faire. Et puis il nous faut une présence permanente de la police municipale. Il y a un local communal qui sert pratiquement rien, c'est le point I. Nous mettrons une présence permanente de la police municipale sur tout le secteur de Montmain pendant la haute saison. Nous organiserons, ça se fait dans notre commune, donc on se demande bien pourquoi ça ne s'est jamais fait à Talloires-Montmain. Nous planifierons des réunions régulières avec la cellule de gendarmerie, notre police municipale, pour voir longtemps à l'avance quels vont être les gros week-ends, les périodes de saturation, et déterminer des créneaux pour que la gendarmerie soit là au bon moment et pas qu'ils arrivent à 7h du soir pour verbaliser. Donc voilà comment on va gérer les flux. Le parapente rentre aussi dans cette gestion des flux et on le développera tout à l'heure si vous avez des questions sur le sujet. Donc grâce à tout ça, tu voulais rajouter? Oui, moi je voulais juste intervenir pour dire qu'on parle beaucoup du col de la Forclaz. Ça cristallise un petit peu beaucoup de problèmes, malheureusement. Mais les solutions qu'on envisage ne seront pas mises en place qu'au col de la Forclaz, puisqu'il y a ces problématiques qui sont poussées à l'extrême à la Forclaz. On les a identifiées, vous les connaissez tous. Elles se répètent à nombre d'autres endroits de la commune, puisque notre commune est profondément touristique, bien qu'elle soit rurale. Et
l'application dont nous vous parlons, qui permet de rediriger les flux, de donner des opportunités aux gens qui veulent venir découvrir notre village, peut-être d'aller voir dans un village limitrophe quelque chose d'autre s'ils ne peuvent pas aller à l'endroit où ils le voulaient grâce à cette application. Mais c'est une application qui va aussi être ouverte aux habitants de Talloires-Montmain, puisque ça va devenir un petit peu notre Bible. Il n'y aura pas qu'un volet tourisme dedans, mais il y aura aussi un volet local. Vie pratique, associative, toutes nos ressources. On pourra payer son macaron de parking en enregistrant sa plaque d'immatriculation. On n'aura plus besoin de se déplacer à la mairie. Je ne sais pas combien de macarons et combien de temps passe la secrétaire de mairie à vendre des macarons, mais tout ça peut se faire aujourd'hui sur une application téléphone portable. Comme vous vous enregistrez pour entrer sur votre compte bancaire, il y a une multitude de services qui vont devenir disponibles dans votre poche. Bien sûr, cette application ne va pas mettre les personnes qui n'ont pas de téléphone portable sur le côté, puisque on a toujours un relais au sein de la mairie avec le CCAS, qui est la porte ouverte aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc du coup, voilà notre cercle vertueux. On réamorce la pompe en commençant par l'école. L'école nous permettra de maîtriser la pression fiscale et les finances, puisque la rénovation coûtera 2 millions sans les subventions, et on sait qu'à Alex, elle a été subventionnée à 32%, à Saint-Offrange à 80%. Donc tout va dépendre du modèle qu'on va choisir. On ramène de l'habitat permanent et des familles, les commerces sont redynamisés, il y a une maison des habitants, on a des lieux pour se rencontrer, la saison touristique est étendue, la vie reprend. On va vous projeter maintenant notre carte des hameaux, on va cliquer sur quelques exemples, et puis après Jean-Paul fera une conclusion et on passera à la séance des questions. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse ? On peut sortir du bourg ou rester dans le bourg, comme vous voulez. On peut prendre 2-3 exemples. Et, allez, Angon-Valmet. On l'a pas vu. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis plan en main, c'était tout en bas, et on n'a pas mis la sauce, ça tenait pas. C'est les limites de la technologie. Angon-Valmet, bien sûr, il y a plein d'habitants qui sont là depuis... Non. Ah si, la chapelle Saint-Claude. On est là, ouais. Donc on a plein d'irritants, chemin du port avec une circulation trop rapide, mare d'eau et inondations récurrentes. On a aussi un village qui a un mot qui est enlaidi parce qu'il y a un affichage avec des grands panneaux rouillés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose pour tous nos hameaux et pour le bourg. Il faut qu'on fasse travailler quelqu'un sur une charte graphique. Il faut qu'on harmonise la signalisation parce qu'il y a une pollution visuelle épouvantable. On la remarque beaucoup à Angon, mais pas que. Donc à Angon, on a énormément de terres qui appartiennent à la collectivité. Hein. La commune a un foncier très grand autour de la propriété cadre. Et donc ce foncier est très mal valorisé à notre sens. Il y a des parcelles qui sont louées. Donc on a notre maraîcher qui est tout à fait partant pour avoir une boutique locale et travailler avec nous dans ce sens. On peut étendre à un potager 4 saisons ou à des jardins partagés ou à un parc paysager. Quelque chose qui soit beau, qui soit agréable, où on ait envie de se retrouver et qui mette en valeur ces terres qui sont en friche depuis des dizaines et des dizaines d'années. Enfouissement des containers poubelles à l'entrée du bourg. On sait qu'il y a un projet de rond-point qui date pas de ce mandat, mais encore du mandat précédent pour l'entraîneur d'Angon. On verra si on en a besoin parce que l'urbanisation a tout craint. Rond-point, c'est quand même un élément très urbain. Si déjà on fait disparaître les containers, c'est pas mal. Et puis on a cette merveilleuse petite chapelle qui est la seule qui reste, parce que la chapelle de la Madeleine a disparu, qui est enclavée au milieu du camping de la chapelle Saint-Claude, qu'on doit aussi valoriser. Donc voilà quelques éléments pour le bourg. Vous voulez voir le bourg, Perroir, le bourg, allez. Le
bourg, donc on a remis ce qu'on vous a proposé, on conserve du parking, on détruit cette horreur et on la remplace par quelque chose d'intelligent. Donc pour le bourg, c'est pareil, la régulation des flux se fera, on ne descendra plus totalement au chemin du port, il y aura une lecture de plaques automatique pour tous les clients des hôtels et les personnes à mobilité réduite pour s'approcher davantage de ce qui fut notre plage et qui est aujourd'hui un parc urbain. Embellissement, fleurissement. Notre idée pour le fleurissement, pour avoir le label Ville et Village Fleuri, c'est de mutualiser avec nos collègues de la Rive qui sont partants, d'embaucher ensemble un paysagiste dont c'est le métier de faire du fleurissement. On sait que pendant les périodes de sécheresse, c'est vrai, on nous demande, à nous communes, de stopper du jour au lendemain les arrosages. Donc il faut laisser crever ce qu'on a entretenu pendant des semaines. Donc il faut qu'on aille vers autre chose, vers des sauges, vers des espèces qui peuvent supporter une petite semaine ou quelques jours sans arrosage. Et pour les arbres, c'est pareil, on a des arbres qui sont rongés par le lierre, qui ne sont pas entretenus. Donc il nous faut un personnel municipal qui se consacre à ça. Mais comme c'est une dépense pour la commune, ce sera intelligent de la partager et qu'il agisse sur un secteur un petit peu plus large. Donc des espaces verts. Je peux dire quelque chose, moi. Bien J'ai une sûr. idée qui me vient à l'esprit. En fait, je me dis c'est une évidence. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Quand je t'entends parler de ces fleurs qu'on doit arrêter d'arroser parce qu'on est en période de canicule, dans la petite commune de Gier, 600 habitants, la mairie a installé une citerne de récupération de l'eau de pluie. Je crois qu'ils ont 30 000 litres de flotte qui tombent du ciel, qui mettent dans une citerne, et ils n'arrêtent pas d'arroser les fleurs en fait. Et c'est pas un prétexte après pour d'autres personnes à dire on met plus de fleurs parce qu'on n'a pas le droit de les arroser. Donc si on construit une nouvelle école, on peut récupérer de la flotte. Au centre technique Marceau-Boas, on peut récupérer de la flotte. On a des moyens de récupérer de l'eau aussi. On a un projet aussi spécifique pour la cour de l'école de Vérel, dans le domaine de l'embellissement. On peut en parler. Alors voilà, c'est un bâtiment quand même qui est emblématique, hein, c'est l'ancienne mairie-école, donc c'était l'identité de nos hameaux. Et donc cette cour elle est atroce, hein. Vous avez du gravail, il y a de la déclivité, le mur du garage à sel devait être pavé avec des pierres, ça n'a jamais été fait, conclusion il est tagué. On a un monument aux morts qu'on ne voit pas, puisqu'il est ici et extrêmement mal mis en valeur. Donc le deuxième pilier, puisqu'il y avait un portail autrefois, existe, on sait où il est rangé. On a aussi le chaudron de la fruitière, la balance de la fruitière. Donc on a un projet qui a été conçu avec les habitants. On va reculer déjà dans un premier temps ce mur, restaurer le deuxième pilier pour faire une vraie entrée. En reculant ce mur, on va reculer l'abri de bus, construire derrière 2 toilettes publiques, parce que c'est un abri de bus qui est utilisé pas que par les enfants, mais par les touristes l'été, notamment par les parapentistes, et il y a des nuisances. Le monument aux morts déménage. Sur le mur du garage à sel, on le pare de pierre, comme c'était prévu, que ça n'a jamais été fait. On fait un joli massif fleuri permanent, parce que le trottoir le permet, qu'il est très large. On le remet en valeur. La cour sera fleurie pour qu'elle soit embellie. Et dans la maison forestière qui est en train de tomber en ruine, qui est juste là derrière, eh bien on la réhabilite. La moitié de la maison forestière sera un espace de stockage parce qu'on sait que nos services techniques en manquent et en ont besoin. L'autre partie du rez-de-chaussée sera un local pour les chasseurs de taloirs. Les chasseurs de mandats ont déjà un local à plomb, mais pas les chasseurs de taloirs. Et à l'étage, il y a 2 appartements qui tombent en ruine et on a besoin de ces appartements, on a besoin de les réhabiliter pour recruter des ASVP, recruter des maîtres nageurs. Les loyers sont trop chers ici et donc si on veut du personnel, il faut qu'on puisse les loger. Et il faut qu'on soit compétitif parce qu'on a un sacré challenge. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui il n'y a plus de police municipale à Talloires-Montbin. Il reste un ASVP, c'est-à-dire quelqu'un qui peut mettre des contraventions, mais on va avoir cette problématique à gérer rapidement parce que la saison d'été sans police municipale, moi je ne conçois pas. On va peut-être aussi devoir recruter un garde champêtre qui a des pouvoirs de police qui sont plus grands
que ceux de la police municipale. Donc si on ne peut pas louer, si on ne peut pas loger ces personnels municipaux, on ne pourra pas les recruter. Alors, Jean-Paul va nous proposer une petite conclusion sur nos valeurs, les valeurs de Génération Talloires-Montmartre. J'ai un petit peu mal à la main, je vais me passer le micro, j'espère que vous m'entendrez quand même. Plus qu'une conclusion, c'est plutôt une présentation de la façon dont nous entendons appliquer notre programme. Puisque notre programme, c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de travailler, avec une vraie transparence dans la collégialité, dans le respect de la démocratie, de la vérité, dans le respect des lois et du règlement intérieur qui est la loi du conseil municipal, et en essayant d'éviter tout conflit d'intérêts. Dans notre collectif, nous partageons les mêmes valeurs, la même éthique, qui nous conduiront à faire fonctionner d'une façon totalement différente le conseil municipal, d'une façon totalement différente de celle que nous avons connue sous la précédente mandature et que nous n'entendons pas voir se reproduire. En effet, pendant cette mandature, le fonctionnement du conseil a été entaché de diverses façons par une absence de prise en compte des lois, du règlement intérieur. À titre d'exemple, alors qu'il est obligatoire dans le règlement intérieur de faire fonctionner des commissions municipales pluralistes, chacun dans son secteur, travaux, finances, etc., on s'est aperçu qu'on a vécu, en tant que conseillers municipaux actuels, on a vécu des commissions, ou plutôt on ne les a pas vécues, car un certain nombre de commissions, dont certaines sont importantes, ne se sont quasiment jamais réunies. Alors qu'il faut savoir qu'une commission, de par le règlement intérieur, c'est le lieu où se discutent les sujets importants. Les commissions sont des forces d'étude, des forces de proposition, et d'après le règlement intérieur toujours, les commissions doivent rendre un rapport au conseil municipal pour permettre ensuite au conseil municipal de prendre des décisions en connaissance de cause. Et il se trouve qu'il y a notamment 2 commissions qui ne se sont quasiment jamais réunies. Une commission extrêmement importante, qui est la commission économie et tourisme, à Talloires, c'est très important. La commission communication, la même chose. Ce qui fait que des délibérations ont été prises au vu de documents qui ont été donnés aux conseillers, mais on ne sait pas d'où ils venaient. Souvent les dossiers étaient donc incomplets, mal préparés. Et je vous parlais de ces 2 commissions, économie et tourisme et communication. Il se trouve que c'est les 2 commissions où je m'étais inscrit. Donc j'ai rien eu à faire pendant 6 ans. J'ai rien eu à faire, elles ne se sont pas réunies. Comme il n'est pas fatigué, il repart. Il y a aussi la commission sport qui ne s'est jamais réunie La commission après, sport à partir aussi. de 2022, Ouais. et la commission mobilité, alors que la gestion des flux sont essentielles. Ce même règlement intérieur, notamment, on en a parlé tout à l'heure, oblige à doter chaque hameau d'un conseil de hameau pour qu'ils soient eux aussi force de proposition, qu'ils soient associés à la mise en œuvre des actions qui concernent ces hameaux. Et ces conseils de hameaux n'ont jamais été institués. Oui, il y a eu quelques réunions de hameaux informelles, mais il n'y a pas de conseil de hameaux. Ce sont des exemples. Par ailleurs, ce qui est plus grave peut-être encore, le maire a pris des décisions personnelles sur des sujets importants, comme la gendarmerie ou la dissolution de la SAMET, la dissolution de la SEM de Montmain, Dont nous n'avons jamais eu les comptes, malgré dont nous n'avons jamais eu les comptes. Pour la gendarmerie, je vous rappelle que vous avez pu apprendre il y a plus de 2 ans que ça y est, c'était fait, c'était décidé. L'État autorisait Talloires-Montmain à accueillir une gendarmerie au Clos du Moine. Stupeur des conseillers municipaux qui n'en avaient pas été informés, stupeur de la population. Et évidemment, depuis, le maire a fait machine arrière, d'où la tentative de référendum, etc. C'était une décision totalement personnelle sur un sujet extrêmement important,
à Talloires-Montmain. On sait que le Clos du Moine, ça fait parler depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans sur son utilisation. Le maire avait pris une décision personnelle. Alors évidemment, il a été obligé ensuite de reculer. Et à l'époque, il avait dit que l'État avait décidé de confier à Talloires-Montmain l'implantation de la gendarmerie. Ce qui était totalement faux, puisqu'aujourd'hui, on est en 2026, l'État n'a toujours pas décidé à quelle commune il allait confier le soin d'implanter une gendarmerie. Un véritable feuilleton donc, hein, Jean-Paul. Un an après, nous apprenons qu'il existe un cahier des charges pour une gendarmerie. Il faut plusieurs mois et 2 mails officiels pour qu'on le communique aux élus et que nous puissions enfin l'étudier. De la même façon, le conseil municipal a été surpris un beau jour, il y a quelques années, d'apprendre que la SAMET était dissoute. C'était une obligation de consulter le conseil municipal sur l'opportunité de dissoudre ou pas la SAMET, qui avait été un outil intéressant pour la commune, pour gérer les plages et pour un certain nombre de choses. Le maire a pris seul la décision de dissoudre la SAMET et seule la décision aussi de dissoudre la SAMET de Montmain qui s'occupe de la station du col de la Forclaz. Il s'appelle Trump. De la même façon, lorsqu'il y a eu cette idée d'organiser un référendum sur l'implantation de la gendarmerie, finalement c'est un référendum qui a été annulé parce qu'il avait été mal préparé. La décision de ne pas refaire un référendum dans les formes a été prise par le maire seul, sans consulter le conseil municipal, sur l'opportunité de faire quand même un référendum ou de ne pas en faire. Sous prétexte d'un coup de téléphone d'un colonel de gendarmerie dont nous n'avons jamais eu la preuve. Bon, autre chose, et là c'est beaucoup plus grave, le maire sortant est allé jusqu'à faire état d'un vote fantôme à propos de l'implantation de la gendarmerie sur les cours de tennis. Le conseil n'avait voté qu'à une très courte majorité d'ailleurs, l'implantation de la gendarmerie sur les cours de tennis, mais il n'avait voté que le principe. Le conseil n'avait pas voté les modalités, c'est-à-dire éventuellement faire appel à un bailleur social ou que ce soit pris en charge directement par la commune. Et lorsque les conseillers ont fait remarquer au maire que ce n'était pas à l'ordre du jour, les modalités, il en a convenu et a dit « nous étudierons la question au cours d'un prochain conseil municipal ». Et quelle n'a pas été notre stupeur de s'apercevoir que dans le compte-rendu de ce conseil, où il avait dit que ça serait étudié ultérieurement, il indiquait que le conseil avait voté pour autoriser le maire à avoir recours à un bailleur social pour cette opération. Ça a d'ailleurs débouché il y a quelques mois sur un appel à projet à un bailleur social. Alors que le conseil n'a jamais voté en faveur de cette disposition. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un tiers du conseil municipal a saisi le procureur de la République pour qu'il étudie la question d'un faux en écriture publique. Je vous rappelle ou je vous précise que le faux en écriture publique, c'est ce qu'il y a de plus grave en matière publique, c'est 10 ans de prison, 500 000 € d'amende et évidemment l'inéligibilité. Mais le maire actuel, le maire sortant parle d'un non-lieu. Est-ce que c'est vrai, Jean-Paul? Et le maire sortant aujourd'hui nous dit qu'il y aurait un non-lieu que le procureur a décidé de ne pas poursuivre en la matière. En réalité, le procureur, dans le même temps, a dit que dès lors qu'il y aurait une constitution de partie civile, un juge d'instruction serait nommé et étudierait l'affaire d'une façon beaucoup plus complète. Donc ce n'est pas terminé. Donc ça n'est pas terminé. Et puis il y a autre chose, ce sont les dispositions de la loi, du règlement intérieur en matière de conflit d'intérêts. Il y a des dispositions, excusez-moi, il y a des dispositions impératives dans la loi, dans le règlement intérieur du conseil municipal, il y a même 2 pages. Il y a la charte de l'élu local et il y a la prévention des conflits d'intérêts. Ça fait 2 pages dans le règlement intérieur du conseil municipal. Le maire sortant avait d'ailleurs mis en exergue de son programme en 2020 la charte de l'élu local qui est annexée au règlement intérieur du conseil municipal. Et
que prévoient ces dispositions légales? Elles obligent tout simplement et très logiquement un élu qui se trouve en situation de conflit d'intérêts à se déporter, à ne pas participer au débat qui le concerne, à ne pas voter, et s'il y a des conventions à signer, à déléguer sa signature à un autre élu. Et il se trouve que le maire sortant est un acteur économique important qui opère principalement au col de la Forclaz en tant que restaurateur, en tant que transporteur, en tant que propriétaire de biens immobiliers, de terrains. Et il ne s'est jamais déporté, n'a jamais délégué sa signature, a voté chaque fois lorsque le Conseil s'est prononcé sur des sujets qui avaient trait au col de la Forclaz. Et c'est ainsi que lorsqu'ont été mises en place des conventions de stationnement entre les propriétaires de terrains au col de la Forclaz et la commune, non seulement le maire ne s'est pas déporté alors que lui-même mettait à disposition de la commune ses propres terrains, non seulement il ne s'est pas déporté, mais les conventions qu'il a signées avec les communes ont été occultées. Le conseil municipal n'en a pas entendu parler et la préfecture, qui doit avoir connaissance de toutes les conventions signées par une commune, n'a pas été mise à contribution pour son contrôle de légalité. Et c'est ce qui a amené, encore une fois, alors, à préciser aussi que ces conventions ont été signées par le maire de la commune sur ses propres terrains, ou ceux de la SCI dont il est dirigeant, ont été signés par le maire de la commune, avec en face, pour représenter sa SCI, une personne totalement anonyme, avec un gris-gris à la place de la signature. Alors que dans un cas comme celui-là, c'est ce que je viens de vous dire, le règlement intérieur il est très précis. Le maire, en tant que maire, s'il y a une convention à signer avec sa SCI, il délègue sa signature à un élu, et lui, pour la SCI, il signe. Et là, il a signé 2 conventions de la sorte, 2 années de suite, qui n'ont jamais été portées à la connaissance de personne, ni des conseillers municipaux en conseil municipal, ni de la préfecture. Et c'est ce qui a amené, là encore, presque un tiers du conseil municipal à saisir le procureur de la République pour prise illégale d'intérêt, puisque ces 2 conventions avaient rapporté pour la première 1 000 €, pour la seconde 4 000 €. C'est à la suite de cela que, en conseil municipal public, le maire sortant a reconnu s'être rendu coupable de prise illégale d'intérêt. Il a dit qu'il serait jugé, qu'effectivement, il risquait une peine d'inéligibilité. Vous pourrez vous reporter, si vous le souhaitez, aux enregistrements des conseils municipaux au cours desquels il a reconnu s'être rendu coupable de ce délit, qui lui aussi, c'est 5 ans de prison, c'est l'inéligibilité, c'est 50 000 € d'amende. C'est pas rien, c'est quelque chose de très important. À noter que, en tant que conseillers municipaux, nous avions l'obligation de saisir le procureur de la République. L'article 40 nous fait obligation à tout élu qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de la commission d'un délit ou d'un crime, d'en informer immédiatement le procureur de la République. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été fait. Alors, qu'est-ce qu'on propose, nous, la génération Talloires Montmain, notre liste? nous avons été très choqués par ces procédés. Nous avons une éthique, et au nom de cette éthique, nous vous promettons la transparence, une vraie collégialité dans la prise de décision. Nous vous promettons de vous tenir toujours un langage de vérité, d'éviter tout conflit d'intérêts. Alors, il faut reconnaître, ça nous sera facilité par le fait que notre tête de liste n'a strictement aucun intérêt professionnel sur le territoire de la commune. Concrètement, Brigitte ne vendra pas le témoin de l'école, Jean-Claude ne me fera pas lotir. Et pour preuve de notre détermination à respecter véritablement une éthique, chacun d'entre nous signera une charte de probité. Nous nous déporterons systématiquement en cas non seulement de conflit d'intérêts, mais de risque de conflit d'intérêts. La gouvernance,
sera partagé avec des délégations fortes données aux adjoints et une double signature sera instaurée entre le maire et ses adjoints. Et enfin, évidemment, nous ferons enfin fonctionner toutes les commissions municipales afin qu'elles jouent pleinement leur rôle de force de proposition et de force d'étude. Donc retour à ce qui fait la base du fonctionnement démocratique local. Donc on va faire place aux questions. On a une fenêtre ici, on a une fenêtre pour transformer et enclencher un cercle vertueux du village vivant. Il faut la saisir. On est à votre disposition maintenant pour répondre à toutes vos questions. Cette affaire de conflit d'intérêts que vous avez citée, elle a été jugée ou pas? Non, elle n'a pas été jugée. Non, non. Elle le sera? Oui, elle le sera. C'est le maire qui l'a dit. Je serai jugé et je risque l'inéligibilité. On verra bien. Voilà. C'est Grenoble? C'est le tribunal de Non, Grenoble? non, non, non. Grenoble, c'est le tribunal administratif. Non, Il y a non, plusieurs parce qu'il y enceintes. a un autre procès qui est un procès administratif sur le même sujet. C'est le préfet a saisi le tribunal administratif de Grenoble à propos notamment des 2 conventions signées par le maire pour faire annuler juridiquement, administrativement ces conventions. Là, c'est pas du pénal, c'est de l'administratif, mais c'est la même question en fait vue sous un autre angle. Et d'ailleurs, il s'agit pour le préfet demande l'annulation de toutes les conventions de stationnement qui ont été signées sur le territoire de la commune de Talloires-Montmain. Donc, même celle Ne qui- serait-ce que qui pour font une référence raison, à Angon, par exemple. ne serait-ce que pour une raison, l'une des raisons pour laquelle le préfet le demande, c'est qu'il trouve exorbitant que ces conventions aient prévu que 70% des recettes de stationnement reviennent aux propriétaires de terrain. Donc il restait que 30% pour la commune. Ce qui s'est passé d'ailleurs sur les terrains du maire sortant. Il a touché 70% des recettes qui ont été perçues sur ces terrains. Donc il y a 2 choses, il y a le tribunal administratif et il y a l'enquête judiciaire qui vise le maire personnellement au pénal. Prenez. Ce que j'ai lu des 3 listes, les 3 listes s'intéressent vraiment à l'agriculture. On parle d'agriculture un peu de manière lointaine, sachant qu'on a une certaine forme d'agriculture sur le bas de Talloires, et ces gens qui entretiennent le paysage ont un outil de travail qui est d'une précarité affligeante. C'est pas digne déjà de la France, absolument précaire, mais vous avez prévu quoi pour ces gens-là? Alors on a rencontré les éleveurs et l'éleveuses de brebis et l'éleveur, on a rencontré le maraîcher. Aujourd'hui officiellement, il n'y a plus qu'un agriculteur inscrit légalement au col, c'est le maraîcher. On pense que celui qui est au col de la Forclaz et qui avait ses vaches, qui les a pu pour l'instant, les fera probablement revenir, enfin on l'espère. Donc effectivement, c'est une activité nourricière, c'est aussi des paysages. Donc on va continuer à entretenir et à restaurer. Il y a encore des chalets à restaurer à la Froule et au Nantais. Il y en a un qui va être restauré par les chasseurs. Non, mais je parle du bas de Talloires. Du bas de Talloires, des brebis, Des ouais, des moutons. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'endroit où ils sont, Bah, si, en plein parce- hiver, au plein nord. Ouais, on est allé les voir, on est rentré, on sentait la On brebis. leur a toujours refusé des endroits bâtis propres. C'est un peu dommage. Alors les endroits existent. Stéphanie, j'ai la réponse. Ils ont plein de terrain là-bas. Monsieur On va Gavilla. avoir toujours inconstructible. Et ça, Vous parlez de Karen et de Jean-Michel. Ouais. Donc on a rencontré Karen, moi j'ai parlé avec Jean-Michel. On est allé les voir et en fait on s'est aperçu qu'ils ne savaient pas que le PLUI avait transformé la zone où ils étaient en zone agricole. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'ils s'entendent avec le propriétaire du terrain sur lequel ils sont installés, ils pourraient construire leur exploitation agricole. voilà, ça, Et- c'est pas vrai ça. Ah bon? Parce que Jean, je le connais très bien. Il m'en a pas parlé. Hein. Mais est-ce que vous avez regardé le plan de zonage du PLUI intercommunal? Là-dessus, apparemment. Alors moi je l'ai imprimé et je l'avais apporté et je l'ai montré à Karen et elle ne le savait pas. Je lui ai dit ben voilà, tu nous demandes nous lui avons demandé ce dont elle avait besoin pour pérenniser son activité, puisque ça fait partie de nos points de préoccupation.
Et elle nous a dit, eh ben moi j'ai besoin, elle nous a montré son tunnel, qui n'est pas gracieux, hein, et elle nous a dit, moi j'ai besoin de quelque chose en dur pour travailler correctement. J'ai besoin d'avoir mon exploitation. Et je lui ai dit, ben voilà, la parcelle sur laquelle tu es installé, elle est devenue agricole. Aujourd'hui, l'outil majeur de préservation de l'activité agricole, que ce soit en bas, sur le plateau, en haut à Montmain, c'est l'instauration et la préservation, enfin l'instauration du nouveau zonage agricole strict, zonage AS, qui vient renforcer le zonage A, et le zonage aussi, il y en a un troisième agricole, c'est le zonage agricole d'alpage, puisque Karen et Jean-Michel ont un bail avec la commune pour exploiter, dès que ça sera disponible, enfin l'alpage est déjà disponible, mais à la Froule, de s'installer en alpage à la Froule. Donc l'activité des agriculteurs sur le territoire de la commune, elle est pérenne. Ce qui nous manque, je devrais dire, c'est des agriculteurs. Il faut qu'on réamorce la pompe aussi pour aller chercher des jeunes, puisque aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont dans les alpages qui ne sont pas installés sur la commune. Il y en a qui viennent d'Albi-sur-Chéran, de Thônes, de Faverges, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, il y a la possibilité de faire de l'agriculture, toutes les formes d'agriculture, de l'élevage, du maraîchage et peut-être de nouvelles formes d'agriculture dans le futur. C'est une préoccupation pour nous, mais il y a des outils qui vont nous permettre, avec de la volonté, de sécuriser et de prévoir le futur de l'activité agricole. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais il le sait déjà, puisque Karen en a parlé avec lui. Voilà. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne le savait pas. Voilà. Mais regardez hein, le plan de zonage du PLUI intercommunal pour Talloires et pour Montmain. Il y a beaucoup de zones agricoles et agricoles strictes. Je reviens un petit peu sur cette zone un peu de l'endroit, l'entrée du golfe de Talloires. On a un practice qui est hors norme, qui est dangereux, qui est moche comme tout. Ils ont fait des travaux récemment, c'est une horreur, avec l'autorisation des ABF aussi, c'est un vrai scandale. Il n'y a aucun des maires qui s'est oublié jusqu'à présent pour effectivement nous autoriser un practice digne de ce nom, comme on devrait en avoir un. Alors vous en êtes où avec ce practice? Alors, on sait que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, mais voilà. Pas uniquement à moi. Et non, pas uniquement à vous. Le tourisme, c'est un atout majeur. On est allé rencontrer le président de l'association du golfe de Talloires et on a fait le tour de la question. On a ressorti le même plan que j'avais amené à Karen et de lui-même, il nous a dit bon ben là. C'est pas possible parce que le Grand Annecy a refusé, c'est un corridor écologique, donc de l'autre côté de la route, à côté de la pizzeria, en allant vers la forêt de Planfait. Donc l'idée a été abandonnée, même si elle avait été réclamée par les adhérents du golfe. Et de l'autre côté de la route, en allant vers le golfe, sur la gauche, à la lisière du Roc de Cher, c'est lui-même qui nous a dit que cette zone-là n'était pas exploitable à cause de la déclivité. C'est-à-dire que si quelqu'un va jouer au practice, il va tirer, il va pouvoir tirer loin, mais il ne verra pas sa balle. Il ne verra pas où elle atterrit. Parce que le terrain monte, il fait une butte et il redescend derrière. Et à cet endroit-là, préservation de l'activité agricole, c'est une zone agricole stricte. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose que de l'agriculture. Et de lui-même, il nous a expliqué que sa solution, eh bien, c'était d'aller vers les techniques du XXIe siècle. C'est ce qu'il a mis en place de lui-même et qui apparemment risque même de s'étendre sur le reste des pratiques, puisque ça lui donnera la possibilité apparemment d'utiliser l'arrière des filets, puisque les golfeurs vont tirer contre un filet, et ensuite il y a une assistance numérique qui leur dit s'ils ont bien tiré ou pas, et derrière ça sera utilisé pour l'école de golf ou une aire de putting, je ne sais plus exactement, mais apparemment ça permet de libérer la zone qui est derrière pour une autre activité du golf. Pour les habitants de ce hameau, c'est quand même pas très très bon. C'est pour ça qu'on a cédé une petite partie de terrain pour qu'il y en ait qui construisent
Mais ce qu'il nous a expliqué en nous montrant les postes qui sont donc sur la droite du côté Charleville, c'est que justement ces nouveaux postes étaient mis là pour éviter que les balles sortent. Parce que il paraît que vous tirez davantage vers la droite. Donc ça devrait limiter les risques d'accident. Une cage, un toit cage, c'est absolument pas possible. Et un déplacement, donc c'est vrai qu'ils regrettent beaucoup. Il y a eu une opportunité à un moment de déplacer le practice, puis ça avait été refusé. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un nouveau PLU ou PLUI, il y a un durcissement des règles. On souhaite en tout cas accompagner vraiment le golf. Il y a un autre problème pour eux, c'est les relations qui se dégradent avec le gérant de la réserve, avec Aster, et qui se tendent. Et donc, en tant qu'élu, on l'accompagnera physiquement dans les réunions pour rétablir un petit peu le calme et l'apaisement. En tout cas, même si le practice n'est pas super joli, ça n'empêche pas les gens de continuer à construire à côté. Donc, puisqu'on y est allé, on s'est déplacé, et ça construit à tout va. Bonsoir, vous avez parlé de déplacer l'église sur le Clos du Loine. Vous allez Dans l'école. L'église, on a tous donné beaucoup d'argent pour l'église. Parce que moi j'habite à côté, et je peux vous dire que c'est une belle réussite. En attendant, ça fait du bien déjà. Et comment vous allez organiser le ramassage scolaire? Parce que vu l'étroitesse du bourg, vu l'angle de la maison anciennement qu'on appelle la maison Boussier, vous allez organiser comment votre ramassage scolaire? Bonne question. Alors le ramassage scolaire, il se passe dans les hameaux, et donc ce serait plutôt l'arrivée des enfants. En fait, le projet, il y a une synergie entre le tèlement de l'ancienne école, la traversée du bourg, par le bâtiment du 8 à 8 en dessous, et pour arriver sur le Clos du Moine. Donc là, on a la possibilité. Un petit détour à voir avec les parents et par quoi c'est le petit chemin de l'Arva qui est encore plus sympa. Oui. Donc en fait, ce qu'on va, au tennis, en fait, ce qu'on va instaurer, ça s'appelle le pédibus. Ça veut dire que les enfants vont marcher un petit peu. Dans les Bauges, dans cette nouvelle école aux normes bioclimatiques, on ne s'approche pas de l'école en voiture. Vous avez la maison des assistants maternels, la salle polyvalente de l'école. Aucune voiture ne va au pied de l'école, sauf s'il y a une personne handicapée. Les enfants font 1 km, 1 km et demi, accompagnés par les parents, qui s'organisent pour aller à l'école tous les jours. Ça correspond exactement aux recommandations de l'OMS. Ils sont réveillés, ils sont contents, ils apprennent la sécurité routière. On sait qu'ils sont très frappés par les écrans et la sédentarité, et ça les fait bouger. Donc pour l'instant, on ne va pas les faire descendre de Montmartre à pied, ni remonter à Montmartre à pied, mais on va laisser le bus là où il est, c'est-à-dire au parking des tennis, et ils seront accompagnés par le personnel de la mairie, puis après on mettra en place une organisation avec les parents, et ils chemineront vers l'école. Comme il y aura la nouvelle salle polyvalente, on fera aussi comme à Saint-Offenge, c'est-à-dire que les enfants sont pris en charge à 4h30, ils ont des activités. Tout le monde fait des activités. Là, ils font tous du judo, il y a des jours judo, il y a des jours c'est échec. Et donc les parents les récupèrent à 6h15, ils ont goûté et ils ont fait leurs activités ensemble. Donc pas question de faire descendre des bus et d'augmenter les flux jusqu'au Clos du Moine. Pas compris, vous déplacez où exactement? Il y a deux circuits possibles. Soit on aménage une circulation sécurisée sur la route du Cray et on passe sous le 8 à 8, soit on fait un petit détour et on descend le long des tennis, on passe par Couex, le chemin de la Rua et on les amène en douceur au Clos du Moine. Vous savez, moi je le fais tous les matins avec mes enfants. Je les emmène du Clos du Moine jusqu'à l'école, donc ça marche aussi dans l'autre sens. À pied, quand il pleut, ils disent rien, tout se passe bien. Alors, on sait que pour chaque nouveauté, psychologiquement, il y a des résistances. Ce qu'on nous a expliqué à Saint-Offenge, c'est qu'au départ, les parents hurlaient, 1 mois et demi après, tout le monde était ravi, et après, en fait, on ne se pose plus la question parce que c'est comme ça. Est-ce que vous avez un projet pour le chalet de Crin? Le chalet de Guillaume? Ouais. Alors là, on est en portage EPF, on sait qu'il n'est pas du tout adapté pour faire une crèche, ni une maison maternelle. On sait qu'il demande des travaux de réhabilitation extrêmement coûteux. C'est un bâtiment qui est vétuste. Si on sort de l'EPF, il y a un petit peu de pénalité. Là, on n'a pas de projet dans l'immédiat.
pour l'instant, on continue à rembourser les intérêts. On réfléchit avec vous. Il faut réfléchir par rapport à la réhabilitation de la place du lavoir et à voir comment on peut faire une connexion. Au minima, il faut prendre un peu de terrain sur ce chalet pour pouvoir un peu désenclaver l'arrière du 8 à 8 et faire des circulations agréables et rejoindre aussi éventuellement l'école par là. Ça, c'est le minimum. Alors, j'ai une deuxième question. Vous disiez que vous n'avez pas de voiture à côté de l'école. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait l'école et que vous maintenez quand même le parking. Oui, et là, il va falloir gérer. Non, ça dépend où on implante l'école dans Clos du Moine, et là, on va recourir à des études. Donc, il y a une partie du Clos du Moine qui restera en parking, ça c'est sûr. Donc, il va falloir justement qu'on désenclave et qu'on aménage cette entrée du Clos du Moine. Mais pas de bus scolaire et pas de bus non plus touristique au Clos du Moine. Pas de voiture non plus, de parents d'élèves qui viennent en voiture. Non. Alors, sauf s'ils sont très en retard, exceptionnellement, mais ils prendront bien l'habitude. Une autre question, parce que je pense que j'ai pas sûr. J'ai compris que la cantine, c'était aussi la salle polyvalente. Et oui, et ça aussi, ça vous surprend, et vous n'avez jamais vu ça. Ouais. Ah si, c'est l'hérésie de l'école de Talloires, où vous avez la cantine à midi, et l'après-midi, vous avez le club du 3e qui vient jouer au truc là-dedans. Alors, d'un point de vue sanitaire, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est plus possible ça. Hein. Oui, c'est plus possible en fait. Ils ne jouent plus là et c'est pour ça qu'on va proposer l'aménagement de la maison des sœurs. On pourra se retrouver pour jouer aux cartes, faire toutes sortes d'activités. Donc ça existe en fait. C'est le cas dans l'école d'Alex. Ce qu'il faut, c'est gérer les flux en fait pour que vous ayez une partie modulable avec ce genre de cloison. Et que vous ayez les frigos qui sont réservés aux enfants, qui soient fermés à clé, une partie du matériel qui est réservé aux enfants qui est fermé à clé, et puis le reste qui peut être mis à la dispo d'associations qui l'utilisent le soir. Donc chez les autres, ça fonctionne. On sait que c'est nouveau, que ça vous surprend, que ça peut choquer. C'est pour ça que nous, on ne prétend pas avoir la science infuse, on se déplace. On se déplace et on va rencontrer les autres maires. On travaille le retour d'expérience. Il nous explique ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et à Alex, ça fonctionne. Donc je ne vois pas pourquoi on serait une exception aux règles. Il y a combien d'élèves à l'école d'Alex? Alors, à l'école d'Alex, ils ont subi des variations extrêmement fortes. Ils ont conçu leur école justement un petit peu trop grande. Et donc, il y a actuellement 2 salles de classe qui ne servent pas. Donc, une qui est affectée qu'à des activités musicales. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est faire de la construction modulaire. Et prévoir, si jamais la natalité reprenait et qu'on avait davantage d'enfants, on prévoira dès le départ la possibilité d'adjoindre une salle de classe supplémentaire. Le permis sera déposé, ce sera prévu, ce sera anticipé à l'avance. Mais on n'a pas besoin d'une école comme elle est aujourd'hui, qui est très difficile pour y travailler. Il faut entendre aussi ceux qui l'entretiennent, services techniques et ADSEN, qui la nettoient. Il faut entendre les enseignants qui y travaillent, les enfants qui y sont. 40 marches d'escalier, des coursives, des espaces perdus, des verrières qui se réchauffent, un préau qui n'a jamais été aux normes. On vous incite fortement à consulter le rapport de 2023-2024 sur la sécurité. Ce rapport préconise aussi de faire des travaux de recherche sur la structure, parce qu'il dit qu'il y a potentiellement des problèmes de structure qu'il faut investiguer, c'est des travaux compliqués et coûteux. Les normes de sécurité actuellement ne sont pas respectées. C'est un patchwork, cette école. Vous pouvez préciser, parce que c'est quand même inquiétant. Alors, oui, en fait, c'est inquiétant. On va vous en lire des extraits, ouais. Ça ne veut pas dire que l'école va s'écrouler sur les enfants, c'est pas ce qu'on dit. Stéphanie ? On ne déforme pas. On dit, textuellement, il faut investiguer la structure, ce qui nécessite des travaux complexes et coûteux. D'autres points ? Il est indiqué de nombreuses fuites, dégâts d'infiltration et craquellement ont gravement endommagé les espaces et les revêtements, laissant présager des malfaçons et d'importants risques pour la solidité et la stabilité du bâtiment. Dans la maternelle en particulier, ces pathologies ne pourront pas être l'objet de simples reprises de seconde œuvre. Il faudra inspecter la structure primaire du bâtiment et cela impliquera des travaux d'investigation importants et coûteux. Alors, moi, je souhaite dire quelque chose aussi, c'est que ça fait bientôt 1 an que notre équipe s'est formée, elle s'est étoffée au fil du temps, et depuis 1 an, on a une idée, on a travaillé un projet. Cette idée s'est affinée, elle a pris un cap, et nous avons
ce cap. Par contre, on a des contraintes qui sont les décisions de la municipalité en place. Et nous pensons que notre projet est réalisable. Il est ambitieux et on s'est posé des questions et on s'est dit comment est-ce qu'on va trouver les réponses. Et bien, les réponses, on les a trouvées en allant voir, comme l'a dit Stéphanie, la maire d'Alex, qui nous a parlé du projet, qu'elle a mené, le maire de Saint-Offenge, dans les Bauges, 1200 habitants, le projet qu'il a mené. Je vous invite à regarder sur Internet, École de Saint-Offenge, et vous verrez le travail que ce maire a accompli. Aujourd'hui, on ne prétend pas être les techniciens de ce projet. Il faudra bien sûr qu'on s'entoure de cabinets qui vont nous conseiller sur comment est-ce qu'on fait aboutir ce projet de manière positive. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement l'école ou seulement le haut du bourg. Ça va être un projet qui va ouvrir le village vers le Clos du Moine, mais en laissant les véhicules à l'extérieur. Et c'est un projet qui ramène de la vie, puisqu'il permet la construction de logements et qui se finance plus que par moitié par la vente du témoin de l'école. Donc c'est un ensemble. On doit aller vers des bâtiments qui ne consomment pas. C'est une hérésie d'avoir une chaudière à fioul et d'avoir la climatisation pour les enfants à partir de fin mai, début juin. Christophe ? Plusieurs questions. Du coup, si j'ai bien compris, vous vendriez le témoin de l'école. Oui, mais alors en vente longue, tu n'étais pas là quand on l'a dit, c'est-à-dire qu'on ne déplace pas les enfants, on ne les met pas dans des algécos. C'est-à-dire que ça, c'est le cahier des charges qui sera négocié avec l'opérateur privé. Et là, on a des champions de la négociation puisqu'ils ont travaillé pour ce type de promoteur. Donc, ils savent exactement quels sont les leviers de la négo. Donc, du coup, on le vend avec un cahier des charges précis. L'école est construite. Donc, pour faire large, c'est 2 ans. Mais avec les constructions modulaires, c'est facile. Il y a à peu près 8, 9, 10 mois d'études. Évidemment, la population sera consultée sur ce projet. On étudiera le genre de bâtiment ensemble. Ne parlez pas de recours parce qu'il y aura énormément de recours pour tout ce qui concernerait des appartements. Mais là, on est dans une compétence prioritaire comme l'état civil qui est communal. Donc c'est un service public. Il suffit de sortir le rapport, d'argumenter et les recours vont tomber. C'est un service public nouveau dont on a besoin. Il faut arrêter de vivre dans le présent. Enfin, surtout dans le passé, on va faire des économies pour 50 ans avec un bâtiment pareil. Donc c'est vraiment réparer l'école et mettre des millions dedans. Je vais vous donner un exemple, on n'a pas poursuivi le travail, mais on avait commencé à calculer en prenant les grands livres de la comptabilité de la commune. Entre 2006 et 2013, la commune a injecté 700 000 € dans cette école. Les derniers travaux dataient de 2003. En 2006, ça continue. Si, comme nous, vous aviez travaillé avec les services techniques depuis 6 ans, qu'on connaît bien, qui interviennent à l'école, ils vous diraient « Oui, c'est vous qui avez le meilleur projet, l'école est pourrie ». Ce qu'ils nous disent aussi, c'est « Quand on n'y arrive pas, on est obligé de faire appel à des entreprises, elles ne veulent plus venir. Parce que tout se dégrade constamment. Donc, il y a un moment, il faut penser à nos impôts, il faut penser au bonheur des enfants, il faut penser aux défis climatiques. Et donc, il faut oser une rupture. Et donc, ce bâtiment ne sert plus à rien. Il a été agrandi, il était construit dans les années 60, agrandi dans les années 90, rallongé, derniers travaux jusqu'en 2003. C'est un bâtiment qui est tout sauf pratique. Aujourd'hui, on va vers des choses compactes. On a même des salles de classe sans couloir, qu'on peut aérer naturellement. On a les ouvertures dans les toits. On a des panneaux solaires, ça ne coûte plus rien. Alors, il faut le dire, cette école, c'est franchement une verrue. Totalement. Et même chaque pointure au niveau architecte, au niveau du Tour du Lac, il a fait une des rénovations, même lui s'est planté. C'est vrai que c'est une horreur. Alors, moi je vais apporter un retour d'expérience que j'ai vécu. Quand mes gamins ont commencé à aller à l'école, ils sont allés à l'école de Montmain. Et j'avais la possibilité de donner un peu de temps pour l'école, donc je me suis proposé comme délégué des parents d'élèves, et j'ai vécu la fermeture de l'école de Montmain, le départ des enfants. Et c'était un traumatisme pour le village de perdre son école, parce qu'en plus ça s'est pas fait
gentiment, quoi. On s'est battu, on n'a pas eu le soutien qu'on aurait dû, et on a dû baisser notre roc, et voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, si on va vers un chantier de rénovation de l'école, avec des algécos, soit au tennis, soit dans la cour, avec les parents enfants vont tous mettre leurs dans enfants l'école, à montant. quelle est la réponse des parents, à votre avis? C'est: mes gamins, je ne vais pas les mettre pendant 2 ans dans des algécos sur le parking des tennis, avec le chantier de démolition, de reconstruction ou de rénovation à côté. Parce que, comme c'est expliqué dans le diagnostic, il y aurait une rénovation lourde, voire démolition de l'école maternelle. Ça veut dire que les gamins de la maternelle, ils vont dans les algécos, quid des salles de repos, puisque les gamins ils font la sieste, quid de la motricité, puisque c'est le même bâtiment. Et pendant que le chantier va commencer là, les gamins dans le primaire continuent à avoir cours dans leur classe, alors que le chantier a lieu. Les parents ne l'accepteront pas. On est allé à la rencontre des parents d'élèves, on y retournera demain soir. Ils ne veulent pas ça. Et qu'est-ce qu'on risque avec ce genre de projet à l'école? C'est de voir nos gamins de l'école partir ailleurs dans d'autres écoles. Et ils ne reviendront pas quand le chantier sera terminé. C'est pour ça que notre système... Pour fermer cette parenthèse, et puis on va boire un verre parce qu'il commence à être tard. Vous voyez par exemple ce projet pour l'école du Vallon, c'est une rénovation pour mettre aux normes. Le coût c'est 11 millions. Quand vous rénovez, on l'a bien vu pour la Savoyarde, vous savez quand ça commence, vous ne savez pas quand ça se termine, et vous trouvez sans cesse des vis cachées. C'est une raison supplémentaire pour aller vers notre projet. Rappelez-vous bien que vous n'aurez pas qu'une école neuve et un soulagement pour nos impôts, vous aurez en plus du logement, des services médicaux et de crèches qui ne pèseront pas sur les finances communales. Il y a encore des questions, Stéphanie, on ne va pas boire un coup tout de suite. D'accord. En fait, il y a une procédure. Donc, d'abord, il faut une délibère du conseil municipal. Ensuite, faut bien argumenter, avoir un dossier qu'on travaillera avec vous, parce que là, on se présente au Grand Annecy, il y a un vote à la majorité qualifiée. Alors, on sait que la taxe de séjour aujourd'hui, elle part dans le budget du Grand Annecy, même pas forcément dans le budget dévolu au tourisme. C'est noyé dans la masse. Et donc, nous, il y a quand même une certaine somme, on a fait une estimation, on n'a pas la somme précise. On trouve normal de se la réapproprier. Avec cet argent, on peut largement créer un emploi qui nous permettra et nous aidera de gérer les flux, à gérer notre image et à mutualiser aussi tous nos équipements. Mais avec tout ce qui existe, avec l'IA et tout, est-ce qu'on a besoin d'un office de tourisme? Parce que les gens maintenant, effectivement, ils sont sur Internet. Moi, quand je fais un voyage, je demande à l'IA de me faire mon voyage. Est-ce qu'on a besoin d'avoir ça? Surtout qu'on parle au niveau touristique du marketing. C'est-à-dire de ne plus parler justement, pour éviter qu'il y ait moins de monde. S'il faut faire du marketing, c'est la personne qui a besoin d'expliquer aux gens qu'il suffit de mettre des bords en anglais, en allemand. Les gens, ils posent des questions. Ça, c'est la politique du tourisme sur place. Mais le tourisme, il se joue aussi en amont. C'est pour ça qu'on a besoin d'un chef d'orchestre qui, lui, va définir la partition du tourisme qu'on veut offrir. Donc, j'économise un poste. Non, parce qu'en fait, c'est une mauvaise économie. Le but, c'est pas d'avoir l'office. Enfin, il y a toujours un petit office de tourisme avec des gens qui vous renseignent. Mais ce qu'on veut, c'est un interlocuteur pour tous les professionnels et les acteurs économiques. Un interlocuteur qui puisse nous aider. On n'a pas s'immiscer là-dedans. Non, parce qu'on on aura des retombées économiques directes avec la taxe de séjour et parce qu'on a besoin de gérer nos flux, d'étendre les saisons. Et si jamais on arrive à faire venir du touriste d'affaires qui est parti à l'Impérial, par exemple, qu'est-ce que ça donne au village? Ça donne des gens qui, quand ils ont fini leur séminaire, et la salle d'ici est trop petite pour ça, vont dans le village, vont prendre un café, vont acheter un truc dans notre boutique de producteurs, se baladent, et ça évite d'avoir un village mort. Donc notre premier objectif, c'est de reconquérir déjà les vacances de la Toussaint et le mois de novembre, et de faire en sorte d'avoir déjà aussi des réservations pour le mois de mars. Mais ça ne viendra pas tout de suite. Dans les phases, on vous a dit que tout n'est pas concomitant.
Tout à fait, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a peut-être d'autres questions encore. Sur la gendarmerie, finalement, quelle est votre position? On n'a pas de position à avoir en fait, hein. C'est très clair, la décision n'est pas du ressort du maire. La décision appartient à l'État. Donc de toute façon, nous proposer un référendum, c'était une capture du vote démocratique. Nous n'avons pas voix au chapitre, c'est l'État qui décide. Donc le dossier est dans les mains de l'État, les élus de la Rive, les élus départementaux, l'ancien président de l'Assemblée nationale nous disent tous, depuis 2023, si vraiment ils voulaient vous la donner, vous l'aurez mise. La Cour des comptes, comme vous l'avez peut-être vu, a rétropédalé en disant que vu l'état des finances, ces 300 et quelques brigades de gendarmerie seraient une dépense importante. On sait aussi par la députée qu'il y a une commune dans la région d'Annemasse qui en aura un besoin plus criant. Bon, pour nous, si elle n'est pas arrivée déjà, elle ne viendra pas. En tout cas, notre dossier de candidature était scandaleusement vide. De toute façon, c'était une lettre de candidature. Le maire voisin, lui, a déposé un dossier avec 1, l'aval de son conseil, 2, une étude technique, 3, une demande de modification du PLU-HMD qu'il a obtenue. Vous voulez dire menton? Oui, C'est ça. tout à fait. Il y en a qui travaillent. Oui. Sinon, je vais être directement impacté. La bonne question, la question du maire, c'est est-ce qu'on veut une gendarmerie? La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'une gendarmerie? Alors, il y a un trou sur la rive, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vont voilà. faire les gendarmes? Est-ce que je vais vous répondre. Il y a un brochure aux cartes dans notre maison intergénérationnelle des habitants. La Cour des comptes, dans son rapport, si on vulgarise ce qu'elle a dit, c'est... Mais je sais, je la connais par cœur. Ça sert à rien de construire des gendarmeries si on n'a pas les bonhommes à mettre dedans. Aujourd'hui, quand vous allez à la gendarmerie de Thônes, quand vous allez à la gendarmerie de Faverges, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, vous arrivez devant la porte fermée, parce qu'il n'y a personne pour vous accueillir, parce que les mecs, ils sont tous au charbon en train de faire des patrouilles et tout machin. S'il y a quelqu'un qui vous ouvre la porte parce que vous avez besoin de déposer plainte, eh bien, le monsieur qui ouvre la porte, c'est le mec qui répond au téléphone, c'est le mec qui répond à la radio, et c'est le mec qui doit prendre votre plainte. Ça ne fonctionne pas. La Cour des comptes, elle dit, mettons des gendarmes dans les gendarmeries, donnons des moyens aux gendarmes. Mais ça sert à quoi de construire des gendarmeries s'il n'y a pas les gendarmes derrière? C'est pour donner un sentiment superficiel de sécurité aux gens, pour leur faire croire qu'ils sont en sécurité, mais si la main-d'œuvre n'est pas là, et puis vous avez raison, ok, ils vont avoir peut-être du travail en été, mais en hiver, ces gendarmes, ils vont faire quoi dans la gendarmerie? Ça peut être pertinent, effectivement, d'avoir des gendarmes temporairement pendant la haute saison. C'est possible, ça se fait à Annecy. Alors c'est pas des gendarmes, c'est des CRS, c'est des compagnies républicaines de sécurité qui viennent pendant les périodes de forte affluence pour renforcer la police nationale. Par contre, à Annecy, ils ont quelque chose que nous on n'a pas, c'est le moyen de les loger. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui même, la brigade de gendarmerie temporaire, ils ont du souci pour loger les gendarmes. Donc notre position. On va avoir un bâtiment de 12 mètres de haut sur le cours numéro 4. Monsieur Adjunior, on voit un intérêt commun, c'est qu'on fait tout pour s'y opposer. Laissons Menton avoir sa gendarmerie, on aura le service, encore une fois, sans les coûts et sans les nuisances. Est-ce que vous avez d'autres questions? On n'en sait rien, mais le dossier a été déposé, était solide et ils ont eu leur autorisation PLU, mais personne n'en sait rien. Juste une dernière question. La commune possède énormément de biens. Oui, énormément. Plus ou moins en clôture, on va dire plutôt moins, parce que 30 ans d'immobilisme fait que les 30 ans sont difficiles à rattraper. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Déjà, René, on vend l'école. C'est déjà bien. Voilà, on aurait économisé pas mal d'argent. On vend déjà l'école, c'est tout. Pardon? On vend déjà l'école, c'est tout. Il y a quelque chose à vendre. On n'a pas d'autre projet de vente des biens immobiliers que vous. Pourquoi vendre? Il faut valoriser. On a des finances qui sont pas déséquilibrées, on n'a pas besoin de vendre. Prévérel, Prévérel, c'est un bâtiment donc, qui est issu de la Société d'économie mixte de Montmain, la SEM, qui a été dissoute sans préavis, sans information et tutti quanti. Aujourd'hui, c'est
un ancien restaurant, refuge, dortoir, camping qui est vide, qui a besoin de, je crois, 600 000 € de travaux pour pouvoir être réouvert au public. Donc il y a des pistes. Mais il faut savoir que les biens, aussi bien le refuge de Prévérel que l'auberge de Montmain, qui proviennent de la scène historique de Montmain, qui avait été créée par la population de Montmain pour faire revivre des infrastructures touristiques, sont des biens emblématiques auxquels on doit, je pense qu'on doit à la population une concertation pour trouver l'avenir de ces bâtiments. Bien sûr, de par sa situation dans l'alpage, en zone naturelle protégée aussi, puisqu'il y a la zone Natura 2000, il faut aller, je pense, parce qu'il y a aussi une demande des randonneurs qui font le GR 96, qui monte de Vertier et qui va à Thônes. Il faut une solution qui soit un mix d'agriculture et du tourisme. Ça s'appelle l'agrotourisme. Voilà, c'est l'idée. Voilà, c'est une piste. Mais après, on peut continuer à discuter. Toi, tant que tu veux. La soirée, mais... Juste pour finir. D'accord. Juste pour finir. Il y a 20-25 ans, la commune a acheté pour 550 000 € des terrains du Golfe qui valent rien. Oui. Ça veut dire qu'on a immobilisé 550 plus les 30 000 de crédit, 580 000 € pour des terrains qui sont toujours à Taloir, qui n'ont jamais à Menton, qui sont toujours à Taloir, toujours en zone verte, toujours à constructive. On a bloqué une somme folle. C'est fait, c'est pour fait. rien. C'est fait. Il y a 25 ans. Oui, bah, c'est ces fait. terrains, on pourrait peut-être aussi s'en défausser, ils servent à rien. Eh bien, je pense que tu viendras nous suggérer énormément d'idées quand nous serons élus et on y travaillera tous les deux. Alors, juste avant qu'on aille boire un petit coup, moi je voulais vous dire une chose, c'est que à travers les rencontres qu'on a eues depuis 1 an, il y a quelque chose moi qui m'a sauté aux yeux, c'est quand je suis allé rencontrer le maire de Saint-Offenge dans les Bauges avec Stéphanie. Quand j'ai rencontré la mère d'Alex, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit que c'est le moment de changer de maire en fait, parce qu'on mérite mieux. Merci pour votre venue.